Bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau pour votre émission spéciale Entreproms. Et aujourd'hui, c'est particulier, on va faire le débriefing. Comme vous le savez, notre département est un petit peu en crise. Au niveau de notre économie, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours. Il y a des plans jeunes qui sont mis en place. Donc, on va essayer de faire un espèce de bilan, de regarder, de poser ça à plat et de voir ce qu'il est possible de faire, ce qui a déjà été fait. Est-ce qu'on a tout fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment améliorer la solution? Souvenez-vous, en plus, il n'y a pas longtemps, justement, c'était les élections des chambres consulaires et tous les sujets qui sont aujourd'hui dans la rue avaient été posés ici en émission pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'il reste à faire, ce qu'il faut développer, comment le développer, comment aller, puisqu'on le sait, on n'arrête pas de vous le répéter, la région a une vision pour notre département. Donc, comment on peut mettre aussi ce projet de la région. En plus, c'est un projet qui est très porteur en termes de développement de filières et d'emploi. Donc, comment on peut mettre tout ceci en place? Comment nos responsables, que ce soit nos responsables, nos élus politiques et comment nos élus économiques peuvent travailler ensemble pour que notre département puisse avancer, pour que nos jeunes puissent rester chez eux, parce qu'on a suffisamment répété ici dans cette émission, ils partent, pour que la pauvreté s'arrête, puisqu'on a reçu les chiffres, on en a parlé un petit peu après les vacances, je crois, les chiffres étaient sortis, la pauvreté en Guadeloupe a augmenté, les femmes au travail, c'est pas ça du tout. Donc comment on peut faire pour renverser, on va dire, la courbe, de manière à ce que tout se passe pour le mieux et qu'on revienne au moins à la stabilité qu'on avait à peu près en 2019, où là, notre département était vraiment en train d'exploser, non pas en termes de conflit social, mais en termes d'économie, de création d'emplois. On était vraiment sur une bonne pente. Donc, comment on revient sur cette pente et comment on continue de manière à vraiment continuer à faire baisser les chiffres du chômage qui avaient quand même baissé. On vous a donné les chiffres à l'arrivée de la nouvelle présidence il y a quelques années maintenant en arrière. Donc, que mettre en place et que mettre en œuvre pour que tout continue. Donc, on va ouvrir l'émission avec la phrase de Tony Diaz. Comme vous le savez, c'est le Guadeloupéen qui a participé à la campagne de Barack Obama et qui nous coach pour savoir un petit peu. Il nous envoie des petites phrases pour savoir comment faire pour garder toujours la pêche et le moral. Et Tony Diaz nous dit: faites la paix avec votre passé. Ainsi, il ne reviendra pas gâcher votre présent. Donc, comment faire pour faire cette paix? Est-ce que on peut mettre des choses en place pour avancer? Comment faire? Il faut mettre tout ceci à plat et voir comment est-ce qu'on peut organiser cette paix, comment on peut discuter, parce qu'on sait que pour avoir la paix, pour faire la paix, il faut que chacun fasse des concessions et que chaque personne fasse un pas si on veut vraiment que notre département explose dans le bon sens, où on continue d'avoir des Guadeloupéens qui réussissent partout dans le monde, mais surtout des Guadeloupéens qui réussissent chez nous et qu'on pourra vous présenter. Comme vous savez, on vous présente tout le temps des Guadeloupéens qui font de bonnes choses. Mais avant de parler de ça, nous partons du côté de Gustave Biram. Comme vous le savez, nous avons fait un point la semaine dernière. Il y a de nouvelles informations qui sont tombées cette semaine. Donc, il va nous faire un point pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe, comment ça se passe pour nos enseignants, comment ça se passe du côté du rectorat. Il va y avoir des changements. Quels sont-ils? Monsieur Biram, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Tout se passe bien pour vous? Oui, pour le moment. Donc, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien. Je vous entends bien. Super. Alors, allez-y. Bonsoir donc à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Canalis. Donc, au niveau du rectorat, il faut dire que depuis quelques jours, les choses se sont calmées par rapport à la situation. Alors, attendez. Oui. Expliquez-nous, on va commencer par le commencement pour les gens qui n'ont pas vu la semaine dernière ou comme on n'entendait pas bien la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel était le premier problème et comment ça a commencé? Oui, donc alors on a eu, je dirais, plusieurs problèmes. Alors, on a eu déjà le problème des camarades qui ne pouvaient pas regagner, je dirais, leur école, leur classe, leur à cause des blocages. À cause des blocages, voilà. Et nous avons eu le désespoir, le mot est un peu fort, mais en fait, il est bien choisi, de voir que la rectrice avait fait quand même un protocole qui, je dirais, pratiquement obligeait les enseignants à regagner leur poste, alors qu'on était vraiment dans une situation très compliquée.
disons à la rectrice, à Madame la rectrice, qu'effectivement, il est important que les élèves soient accompagnés, il est important que les élèves aient en face d'eux des profs, de façon, je dirais, physique, mais il est aussi important que l'école reprenne, je dirais, physiquement, mais que l'école ne soit pas un danger ou plutôt aller à l'école ne soit pas un danger, ni pour les enseignants, ni pour les élèves, et ni même pour les parents d'élèves. Nous avons eu un certain nombre de collègues qui, voulant bien faire, ont voulu traverser des barrages et se sont heurtés, je dirais, à des personnes qui étaient sous les barrages et qu'ils ont fait retourner, et ça a failli dégénérer dans quelques endroits. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, encore, nous disons qu'il est important que, du point de vue numérique, d'autant plus que maintenant, on sait à peu près comment faire. C'est vrai que c'est compliqué, mais on sait à peu près comment faire parce que la COVID a changé la donne dès mars 2020. Il est important que tous les établissements, que tout le monde soit doté, je dirais, de nos cellules numériques performants pour pouvoir accompagner les élèves, je dirais, le plus possible donc, dans ces durs moments. De même, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que le protocole, il change de façon régulière. Hein. Le dernier protocole sanitaire, eh bien, ça date de la semaine dernière, donc de décembre 2021. Le protocole d'avant date d'août 2021. Nous sommes entrés au niveau 3, c'est-à-dire avec un certain nombre de contraintes différentes par rapport à la situation où nous étions. Le rectorat envoie aux établissements, et je dis surtout aux écoles, il leur dit, bon, ok, on est en protocole niveau 3, et en fait, ce qu'on leur envoie, c'est le protocole d'août, alors que nous sommes dans un nouveau protocole qui date de décembre. Là, vous parlez de protocole de sécurité, c'est ça, pour les enseignants? Protocole sanitaire. D'accord. Là, je parle de protocole sanitaire, c'est-à-dire ce que moi j'appelle pas protocole, c'est-à-dire que selon le niveau de circulation du virus, comment faire, notamment donc port du masque, se laver les mains, faire un certain nombre de choses. Parce que selon le niveau de circulation du virus, et bien, on a plus ou moins de choses à faire pour respecter, je dis au maximum, les gestes barrières et pour faire que la propagation se diffuse le moins possible, hein, pour faire que même si on travaille, c'est important qu'on puisse travailler, mais qu'on ait un maximum de sécurité. Et ce maximum de sécurité, c'est en fonction de la, je le dis encore une fois, de la circulation du virus. Donc il faut que le restaurant fasse très attention par rapport à ça, parce que ce que nous ne voulons surtout pas, c'est nous retrouver comme ce qui s'est passé au mois de juillet-août 2021, avec plein de problèmes et avec des gens qui tombent, je dirais, comme des mouches, je dirais. Hein. Donc, oui, avec des clusters dans les écoles. Avec des clusters dans les écoles, parce que d'autant plus que nous savons, si heureusement les élèves semblent être très peu affectés par des situations graves, mais on sait que ces élèves-là sont porteurs et que ces élèves-là, dans les écoles, si effectivement ils peuvent transmettre la maladie à des adultes, ça peut faire des dégâts. D'autant plus que la population de la Guadeloupe, on l'avait pas, est très peu vaccinée. Voilà. Est-ce que vous savez, parce que quand on avait fait le suivi avec vous justement pendant le gros de la vague, il y avait un problème qui portait, tout à l'heure vous parliez de protocole, il n'y avait pas assez de gel dans les écoles, on sait qu'il y a des problèmes d'eau, donc les enfants ne pouvaient pas se laver les mains. Est-ce que ça, bon, pour l'eau, on sait que ça ne s'est pas forcément arrangé, mais est-ce qu'il y a plus de gel? Est-ce qu'il y a plus est-ce que c'est désinfecté? Vous étiez venu en plateau nous dire que les écoles n'étaient pas assez désinfectées. Est-ce que sur ce point, au niveau du rectorat, ça a bougé ou pas? Donc alors, cette partie-là, je dirais, incombe plus, je dirais, aux collectivités qu'au rectorat. D'accord. Mais ce que nous disons à la rectrice, elle est quand même responsable de tous les personnels qui rentrent dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Et il ne faut pas hésiter à frapper les mains sur la table pour qu'au niveau des collectivités, notamment, que les choses soient respectées. Il se trouve que
C'est vrai pour ça qu'il y a des défauts. Ça, il faut être clair, il y a des défauts. Mais le problème, c'est que premièrement, ça ne va pas assez vite. Deuxièmement, et ce problème-là, je l'ai déjà répété X fois, quelles que soient les instances, au niveau des collectivités, au niveau du Conseil académique de l'éducation nationale, on l'a encore répété il n'y a pas si longtemps que ça. On a un problème qui est un problème récurrent, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes en même temps dans les établissements scolaires. Même si la répartition est bien faite, je ne sais pas bien comment les répartitions sont faites pour désigner le nombre de personnes qui doivent travailler dans les établissements scolaires. Mais lorsque vous avez des personnels qui sont absents pour X raisons, ces personnels-là, on appelle, ce sont des agents territoriaux qui nettoient, qui mettent le gel, qui mettent, etc. Quand ces gens-là sont absents, il faut les remplacer le plus rapidement possible, surtout dans ces moments-là. Parce qu'on se retrouve avec un certain nombre de personnes qui ont déjà un certain âge. Oui. Donc, forcément, et ce sont aussi des gens qui, des fois, ont des comorbidités, et ce sont des gens qui effectivement, dans des périodes comme ces périodes-là, bénéficient de ce qu'on appelle une ALSA, c'est-à-dire des autorisations spéciales d'absence pour ne pas venir travailler, et où en principe on doit privilégier notre travail en distanciel. Oui. Or, on ne nettoie pas des salles en télétravail, effectivement. Mais justement, Monsieur Biram, on avait posé la question, puisqu'on avait reçu, je me souviens, il y avait Monsieur Nelson et Monsieur Sapoti, lorsqu'on a fait l'émission sur la gestion de la crise, et on avait posé la question de, est-ce que justement, c'est pas l'occasion de profiter pour faire des emplois jeunes, pour nettoyer les écoles? Ça pourrait être une chose aussi, pour remplacer ce personnel fragile. Est-ce que sur ce point, vous savez si ça a avancé ou pas du tout? Je ne sais pas. Donc en tout cas, non, je pense plutôt que pour le moment, ça n'a pas avancé. Mais normalement, ça date quand même de quelques mois, hein? Oui, si. Non, ça n'a pas tellement avancé. Non, ça c'est clair. Par contre, moi, ce que je me dis, nous sommes entrés dans une période de crise, avec notamment la jeunesse qui est montée au créneau, avec notamment un certain nombre de discussions qui vont se faire à partir de demain. Et c'est peut-être le moment de tout mettre sur la table. Ben oui. Donc, et là aussi, nous avons vu avec les organisations syndicales comment faire pour aborder aussi ce sujet-là, parce qu'il est vrai que ce serait une excellente occasion de pouvoir remettre des jeunes dans l'emploi. Et il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup plus d'adultes dans les établissements scolaires. Parce que ces adultes-là, premièrement, sont là pour travailler, pour que effectivement l'école soit bien accueillante et tout ça. Mais le fait aussi d'avoir plus d'adultes dans les écoles, ça donne aussi un encadrement. Parce que tout adulte qui est dans un établissement scolaire, même si ce n'est pas son rôle premier, il a aussi un rôle à partir du moment où il travaille dans un établissement scolaire, je dirais de jeter un coup d'œil. Oui, en Afrique, on dit pour élever un enfant, il faut tout un village. Voilà, tout à fait. Alors, rapidement, dernière question, 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, puisqu'on a entendu que les enseignants, le cadre supérieur vont passer sous le département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Alors, en fait, ce ne sont pas les enseignants. Pour le moment, il n'y a pas de problème des enseignants, respectivement, l'éducation nationale. Par contre, dans l'équipe de direction des établissements du secondaire, vous avez un chef d'établissement, vous avez un adjoint, et vous avez ce qu'on appelle un adjoint gestionnaire. L'adjoint gestionnaire, c'est lui qui gère toute la partie matérielle de l'établissement, mais il a aussi un rôle pédagogique. Et jusqu'à présent, cet adjoint gestionnaire est géré directement par le rectorat, c'est-à-dire le personnel rectoral, sous les ordres de son chef d'établissement et sous les ordres du recteur et de la rectrice. Or, il y a un projet de loi qu'on est en train de faire passer pour que cet agent gestionnaire puisse recevoir des ordres de la collectivité. Ce qui veut dire qu'il aura des ordres du recteur, il aura des ordres de la collectivité, ce qu'on appelle en fait une hiérarchie fonctionnelle. Ça va être une gestion partagée. Ce sera une gestion partagée. Nous ne sommes pas du tout d'accord parce que nous, à l'UNICEF Éducation, nous avons des agents gestionnaires qui disent bien que ça ne va pas arranger les choses. Nous avons aussi à l'UNICEF Éducation des chefs d'établissement et qui voient bien que la cohabitation, je dirais dans le même espace, entre
avec des agents gestionnaires qui auront deux autorités différentes, avec pas forcément les mêmes intérêts, forcément ça va créer un problème. Comment voulez-vous qu'un chef d'établissement qui soit ordonnateur des dépenses de l'établissement puisse se retrouver avec des injonctions, moi j'appelle ça injonctions, c'est vrai que le texte on dit des instructions, en fait on sait très bien, ce ne sont pas des instructions, ce sont des injonctions contradictoires parce que le département il aura sa vision politique et le rectorat aura une autre vision politique. Et cette personne-là sera en fait écartée entre les deux, ne sachant pas quoi faire, et forcément, nous constatons que ça va créer problème. Ça va créer problème. Tous les agents gestionnaires le disent, tous les chefs d'établissement le disent. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes montés au créneau. D'ailleurs, là, nous avons été reçus la semaine dernière par la rectrice, le secrétaire général du rectorat, notamment pour leur donner notre position au niveau de la Guadeloupe, mais pas que, parce qu'au niveau aussi de la France, eh bien, je dirais nos responsables nationaux, de même que les responsables qui sont dans toutes les académies, ont vu aussi le recteur, le ministre, pour bien leur expliquer que ce genre de choses va créer des problèmes de fonctionnement dans les différents établissements scolaires. Monsieur Biram, la gestion partagée, parce que plusieurs fois on vous a reçu et plusieurs fois vous nous avez dit qu'il y avait plein de problèmes justement avec le rectorat. On sait que la France, bon, ils sont nuls au niveau de gestion, l'éducation nationale est très nulle pour l'enseignement des mathématiques et des sciences. Je crois qu'on est avant-dernier dans le classement mondial ou bien on est dans les 10 derniers, on est vraiment au bout de chaîne. On sait que pour le classement PISA, la France n'arrête pas de se casser la figure. On sait qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup d'enfants qui sont illettrés. Donc, est-ce que justement, il ne faudrait pas que le département mette son nez dans cette histoire pour regarder comment ce sera géré au niveau des écoles? Puisque vous-même, vous nous aviez expliqué que la Guadeloupe est le département qui a le plus de contractuels. Je crois qu'on a plus de 500, alors que déjà, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'a déjà pas d'enseignants. On a des contractuels. Donc, est-ce que ça ne fait pas partie du problème? Est-ce que c'est pas pour ça que nos élèves sont nuls? Et que le fait de mettre... Quand je dis nos élèves sont nuls, je parle en système de gestion, hein, parce qu'on a quand même des écoles qui ont de très bons résultats. Et vu le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'enseignants, donc c'est chapeau pour ceux qui sont quand même, qui luttent, hein, comme vous, les enseignants qui luttent comme vous pour essayer de faire monter le niveau. Mais est-ce que justement le fait que nos collectivités locales fourrent un petit peu leur nez dedans, ça va pas tirer encore nos élèves vers le haut et justement aider à baisser les mauvais résultats, enfin baisser faire monter plutôt les meilleurs résultats pour nos élèves et faire baisser tous les problèmes qu'il y a en ce moment, puisque le système actuel ne fonctionne pas? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, parce que pour le moment, lorsqu'on regarde au niveau des agents gestionnaires, leur rôle, ce sera de jeter un coup d'œil, je dirais entre guillemets, sur le personnel, grosso modo, sur le personnel technique. Par contre, ce que nous disons, on peut très bien, et je dis sans cette loi, d'ailleurs ça fait des années qu'on le demande, il y a un certain nombre de conventions tripartites entre l'établissement, géré effectivement par le chef d'établissement avec le reste de son personnel de direction, c'est-à-dire adjoint plus adjoint gestionnaire, avec aussi le rectorat et avec la collectivité. Là, effectivement, ce serait quelque chose d'intéressant. Et là, ça permettrait qu'un certain nombre de discussions se fassent, et se fassent, je dirais, sans conflit, avec des personnes qui peuvent discuter. Bon. D'accord. Vous voyez bien que, normalement, la meilleure des choses, c'est la discussion. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à partir de demain, il y aura un certain nombre de discussions, et il n'y a que des discussions sans contrainte qui peuvent faire que les choses peuvent avancer. Et c'est vrai que lorsque vous avez parlé que la France est en grande difficulté. L'éducation nationale et au vu des résultats de l'éducation nationale. Et je dirais que c'est encore pire pour oui, ce serait pas mal que nos élus, justement, soient en charge de la responsabilité des enfants guadeloupéens, hein, monsieur Biram. Je pense que ce sera mieux. La France est mal placée. Très. Et nous sommes très mal placés dans une France qui est déjà mal placée. Exactement. Donc, voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous en profitons pour dire que la politique de suppression de postes qui existe depuis 20 ans, où il y a un calcul strictement mathématique qui est fait, et on ne tient pas compte d'un certain nombre d'établissements pour faire de moyens. Je veux parler du Collège des Aides.
où effectivement on peut se retrouver avec une sixième, avec 4 élèves, avec 5 élèves. Je ne veux pas parler de collège, la déségalisation, un certain nombre d'établissements comme ça, pour faire de moyens. Et ce sont des établissements qu'on ne peut pas faire, mais pour des raisons strictement politiques. Et ça peut se comprendre. Donc, lorsqu'on fait des calculs, on devrait faire un calcul en tenant compte de toutes ces choses-là et non pas faire un calcul strictement mathématique. Tant d'élèves par prof divisé par égal temps, et à ce moment-là, nous supprimons des postes, nous supprimons des postes. Et en plus, comme nous sommes vraiment sous-dotés, on devrait en profiter pour nous donner plus de moyens pour permettre d'encadrer mieux nos enfants, pour faire que, effectivement, les élèves de la Guadeloupe, au moins déjà, remontent dans ce classement français. Et tout faire aussi au niveau de la France, pour que la France remonte aussi dans le classement mondial. D'accord, ben merci Monsieur Biram beaucoup pour ce suivi. Donc comme d'habitude, on fera un suivi, bon, peut-être pas encore la semaine prochaine, mais peut-être dans 3 semaines ou après à la rentrée au mois de janvier. Ou bien s'il y a une nouvelle information, n'hésitez pas à m'appeler, comme ça on fera le point. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On est toujours d'accord pour travailler avec Analyse. Ben, merci beaucoup, nous aussi. Bah oui, puisque pour être des bons professionnels, nos élèves doivent déjà être de bons élèves. Donc merci beaucoup pour ce suivi et bon courage pour les professeurs, parce que je sais que c'est pas évident. Vous n'avez pas forcément tous les moyens pour travailler et pour faire déjà baisser ce taux d'illettrisme qu'on a dans notre département. Donc en plus, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de blocages, de grèves, et ça réduit aussi votre nombre d'heures de cours et ça vous donne aussi des difficultés. Donc on espère que vous allez mettre tout ça sur la table et que la situation va avancer. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Je vous remercie. Au revoir à vous. Voilà, donc j'espère que tout ceci est un petit peu plus clair pour vous. Comme d'habitude, on va faire le suivi. Vous savez que dans l'émission Entreprendre son suit, tout ce qui concerne l'économie, l'entrepreneuriat et bien évidemment l'école. Le premier secteur de formation, c'est l'école. Le deuxième, c'est les chambres consulaires. Donc ça, c'était notre point pour l'école. Donc voilà, donc pour tout ce qui est les enfants, les lycéens, les collégiens, et on va regarder un petit peu cette évolution et on fera le suivi, on vous transmettra toutes les informations en temps voulu. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites, parce que vous faites aussi un travail sur les femmes, et c'est très intéressant parce qu'on a commencé à parler, nous, des femmes au travail, puisque les chiffres qui sont sortis sont pas très bons pour notre département. On a une succession de chiffres qui sont sortis là, qui font vraiment... Il va falloir que tout le monde se réveille un petit peu donc, sur ces chiffres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît ? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Sabine, bonsoir à la Guadeloupe. Alors, moi, c'est Miss Tayane, donc j'habite Capesterre. Et qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle Renaissance de la femme caribéenne. Parce que, justement, j'ai vécu 17 ans en métropole. Et en revenant en 2017, mi-année 2017, j'ai eu, un constat quand même assez affligeant. Alors, c'est pas pour juger, mais véritablement touchant en regardant un peu la situation, la condition en fait des femmes aux Antilles. Ça pouvait être les tatas, les copines, les voisines, etc. Et je me suis dit, mais par rapport à mon vécu, mon cheminement, comment est-ce que moi, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice ? Du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a eu des nuits où je ne dormais pas parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, mais je ne voyais pas encore quoi. Et puis, l'idée de la page Facebook m'est venue. Donc, toujours un peu hésitante, j'ai quand même créé cette page. Alors, elle a pris un peu de temps à démarrer. Et ce qui est marrant, c'est que les abonnés du début sont encore là aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Ça me conforte un peu dans la chose. Et en fait, cette page, c'est vraiment pour les femmes, pour qu'elles sachent qu'il y a un endroit sur Facebook et maintenant sur Instagram où on peut parler de nos problématiques, nos réalités, comment on peut faire mieux, autrement. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai une vision de ce qu'est une femme, comment elle est censée évoluer. J'ai envie de la transmettre. Merci Facebook. Donc j'ai utilisé cet outil et ça m'a permis de faire pas mal de rencontres, mais vraiment de belles rencontres, et au niveau des abonnés et au niveau de professionnels, dont toi, dans d'autres batailles. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que j'étais une militante dans l'âme et que j'avais quelque chose à faire dans la communauté. Et
Ben, du coup, cette page, elle touche la Martinique, la Guadeloupe, la métropole, Canada, New York, Réunion, enfin tout plein de gens, même des femmes en Afrique. Donc, je me suis dit, bon, ben ok, on faisait des lives, beaucoup de lives. Alors, j'en fais plus ces derniers temps pour des raisons personnelles, parce que j'ai beaucoup de projets. Je suis moi-même auto-entrepreneur et j'ai besoin de développer, etc. Et c'est aussi comme ça, du coup, que j'ai rencontré Gilles Casimir, parce que je sais que lui aussi, il travaille avec les femmes. Et de fil en aiguille, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'on a ça, en fait, qui nous anime. On a besoin de voir notre population, notre communauté s'émanciper, évoluer. Et on se demandait comme ça comment on pouvait faire. Alors, lui, il est professionnel. Moi, je ne le suis pas. Je suis autodidacte. Et en fait, je fais beaucoup de choses en fonction de mes tripes, de mon cœur. J'ai cet amour naturel et inconditionnel pour l'être humain, et en particulier, bon, ma communauté. Et je voulais véritablement aider. Donc, il y avait ça qui nous animait, qui nous a rapprochés. Bon, je ne crois pas trop en ce qu'on appelle le hasard. Et du coup, c'était pour trouver des solutions, pour leur apporter des solutions, une nouvelle vision au niveau de la mentalité, expliquer un peu pourquoi les choses, ça peut être le travail, comme tu disais, je ne sais pas, l'éducation des enfants, la notion de couple. Pourquoi toutes ces choses sont importantes, pourquoi il est important de peut-être revoir les choses. En plus, je leur dis souvent, on est là pour évoluer ensemble. Je ne suis pas une experte. Je viens vous transmettre un truc. Si ça vous plaît, si vous sentez qu'il y a quelque chose, vous prenez et on voit ensemble. On évolue ensemble. Parce que ce que je fais, ça me permet moi aussi de réajuster certaines choses. Voilà. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et du coup, ben, on en est là aujourd'hui avec Gilles, d'autres personnes, dans une autre bataille, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai ce truc en moi où j'ai besoin de voir ma Guadeloupe, les Antilles évoluer. Ouais. Bon, on va en parler justement pour le collectif citoyen, donc avec Gilles Casimir. Là, j'ai 2 questions à vous poser. Bon, je ne sais pas si vous suivez, moi je travaille avec les chiffres de l'INSEE, puisque l'émission est là pour critiquer justement le tissu économique guadeloupéen, de manière à ce que ça puisse avancer. Donc après, c'est aux acteurs économiques ou aux acteurs politiques de reprendre tout ce qui a été dit pour pouvoir, comme partout, sur tous les territoires de la France hexagonale. Donc là, les chiffres qui sont sortis, les derniers, disent qu'une femme sur 2 n'a pas d'emploi et que... là, pour l'année 2020, ça a été particulièrement marquant pour les jeunes de 15 à 29 ans. Vous en pensez quoi de ça? Là, ce sont les chiffres de la Guadeloupe, de l'INSEE Guadeloupe. C'est d'ailleurs un point qui m'a interpellée aussi quand je suis arrivée et où, d'ailleurs, j'avais fait un live sur ça, le thème « La femme au travail ». Et je n'ai pas précisé le nom de la page, je crois, c'est « Renaissance de la femme caribéenne ». Et en fait... par le biais de cette page, justement, j'essaie d'interpeller les femmes sur cette réalité, sur cette problématique et leur expliquer qu'en fait, il est important pour une femme, pour son épanouissement personnel, afin de diffuser le maximum de bon autour d'elle, qu'elle ait une activité pour ne pas dépendre en fait, de qui que ce soit, ni quoi que ce soit comme système en plus. Voilà. Parce qu'il y a des répercussions un peu partout. Une femme qui travaille, c'est de l'argent pour les collectivités. Déjà, voilà. Il y a une espèce de bien-être aussi qui en dégage parce que c'est des relations sociales, humaines. Voilà. Il y a nos enfants qui nous regardent. Exactement. Voilà. Enfin, c'est pour ça. Il y a tellement de choses qui sont impactées que pour moi, il était important qu'elles entendent ce message. Et en fait, je suis là aussi pour les pousser, les encourager, les motiver à entreprendre beaucoup. Je leur dis, oui, les choses font que, on dit que, j'insiste, qu'il n'y a pas de travail aux Antilles, mais... Il y en a plein. D'ailleurs, ils sont occupés, on sait, on a déjà parlé plusieurs fois. Moi, cet argument, il n'y a pas de travail. Tous les jours ici, enfin, à chaque fois qu'on peut, on le démonte ici. Donc, puisque les entreprises font même venir des gens directement de l'extérieur. Et d'ailleurs, la ministre de l'Égalité est catastrophée. Alors bon, moi j'attends toujours, ça fait 1 an qu'on lui demande une interview sur le sujet, donc si elle est tellement catastrophée, elle va peut-être enfin nous répondre maintenant que le rapport est sorti depuis le mois de mai, rapport qui justifie et qui prouve qu'il y a du travail, mais que les personnes sont embauchées directement du territoire hexagonal ou que les Antillais subissent de la discrimination au travail chez eux. Donc j'attends avec impatience les services du gouvernement sur ce point, comme ça on pourra en parler. Alors, et une dernière chose avant qu'on puisse parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui se passe dans l'éducation nationale par rapport aux réformes.
Vous avez entendu ce qu'expliquait M. Biram par rapport au rectorat. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'enseignement? On a beaucoup d'illettrisme dans notre département. Ça aussi, c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, c'est un constat qui est affligeant, malheureusement. Et là-dessus aussi, j'interpelle les femmes sur ce point-là parce que y a trop de conséquences. On est obligé de regarder en permanence ce qui se passe chez nous. Nous sommes mamans, nous sommes parents. Ça, c'est aussi notre responsabilité. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de problématiques un peu partout. Le système fait que, ce que le monsieur expliquait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a aussi, comme vous disiez, des gens qui arrivent de l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de cassure? Beaucoup d'enfants dans les classes, les problématiques de chaque enfant, est-ce qu'on peut véritablement s'en occuper en profondeur? Est-ce qu'il n'y a pas des sonnettes d'alarme qui ne sont pas tirées assez tôt, etc., pour permettre de réagir? Ça serait bien. Vous pensez quoi de l'idée que ce soit le département, que ce soit Guy Losbar, qui mette quelqu'un du département pour gérer aussi un petit peu cette histoire? Parce que c'est vrai qu'on a entendu que les syndicats enseignants sont pas trop d'accord, donc il nous a expliqué pourquoi, mais il est d'accord aussi sur une gestion tripartie. Est-ce que vous pensez que nos élus, parce que là, il faudrait vraiment qu'ils mettent aussi le nez dans cette histoire, non, quand même? Parce que ce sont leurs enfants quand même, ce sont les Guadeloupéens. Oui, bien sûr. On ne peut pas tout laisser au rectorat, vu là tout part à volo, il n'y a rien qui va dans l'éducation nationale. Donc il faudrait peut-être aussi ça doit être peut-être un point qui doit les interpeller. Parce que ce que vous me dites, c'est que le département ne c'est pas sa compétence. Non, pas encore. C'est ce qui va arriver. Ça veut dire que là, ils sont en train de mettre, c'est ce qu'il nous expliquait, il y a une loi qui va arriver, qui va faire que le département va gérer certaines choses au niveau de certains cadres et tout. Donc, compte tenu de l'étendue du problème. Oui, parce que là, c'est très grave quand même. Hein. Oui, plus on est, je pense, plus le... Il faut changer le système, quoi. Voilà. On voit que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui est important à souligner, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas, quand une méthode ne marche pas, il faut la changer. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. On ne peut pas continuellement persister dans tout le temps sur l'État pour ça, alors qu'on voit que ça ne fonctionne pas, le rectorat. Oui. Et c'est à nous de justement de mettre le nez dedans. Donc si effectivement le département propose de mettre quelqu'un pour travailler là-dessus, mais moi je... Enfin, pour l'instant, il ne propose pas. C'est une loi visiblement qui va arriver. Qui oblige. Voilà. D'accord. Donc moi je trouve que comme quoi il faut toujours une loi pour nous obliger à se mêler de nos affaires. C'est pas normal. Pas normal. Donc on en vient justement à notre sujet. Oui. Donc on va poser des questions. Alors on va ouvrir la ligne pour si les gens veulent poser des questions, mais par contre poser des questions. Enfin si vous voulez répondre, on va vous poser des questions. On va ouvrir la ligne pour les gens qui connaissent et vous pourrez répondre. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que depuis vous avez monté un collectif citoyen et vous avez parlé un petit peu vous avez fait un cheminement pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans notre système, on va dire, économique, politique, et pour essayer de voir pourquoi on en est à ce point-là aujourd'hui, si ça aurait pu être évité. Est évité, exactement, et comment faire pour améliorer la situation. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif déjà ? Oui. Alors, je tiens à préciser que je suis une citoyenne lambda et que je n'ai pas de connaissances particulières. Je ne suis pas experte, en fait, tout simplement. Et que, surtout, ce collectif, pour un projet guadeloupéen de société, ce n'est pas du tout un groupe politique. Oui. Je précise, j'insiste, on n'est pas du tout un groupe politique. Alors, ça a commencé quand ? Le 15 août. Par rapport à Gilles Casimir, qui a fait une intervention sur Facebook, sur laquelle je suis tombée plusieurs jours après. Et il faut savoir que je suis une personne qui ne m'intéressait pas du tout à la politique, parce que gros dégoût, gros constat que il n'y a rien qui va. Ça faisait quand même 3 ans que j'étais rentrée. On est obligé de se rendre compte de l'évidence. Et donc, je tombe sur cette intervention de Gilles, où il explique qui nous sommes. Donc les communes, etc., les collectivités, mais en profondeur, mais avec une espèce de clarté, un travail monstrueux. Et là, je me dis, mais moi qui n'aime pas du tout la politique, hein, je suis attentive parce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors oui,
La politique, c'est quoi? C'est censé être quelque chose, des gens motivés par la condition des habitants. L'état général devrait primer. Voilà, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que rien ne va et nulle part. Je veux insister aussi sur le fait que le collectif n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Oui, non, voilà. C'est juste explicatif. Explicatif, informatif, parce que les gens, comme moi, ne comprenaient pas ce que c'était. C'est pour ça qu'on va le faire sous forme de quiz, justement. Voilà, ne comprenaient pas ce que c'était, ni dans quoi on était et pourquoi on en était là. Donc Gilles avait fait cette méthode-là, cette intervention le 15 août. Suite à ça, je lui ai dit, bon écoute, je l'ai contacté, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose parce que je suis maman. Il est hors de question que mon fils fasse comme tout le monde, c'est-à-dire, enfin, comme beaucoup de jeunes, voilà, qu'il soit dégoûté de chez lui parce qu'il y a beaucoup de dégoût, attention. Je sais. Et qu'il ait le seul destin soit qu'il parte. Ça, c'est hors de question parce que qui va gérer la Guadeloupe? À qui on laisse la Guadeloupe? Et si nous, notre génération, on n'intervient pas, c'est perdu d'avance. Donc, alors, avec Jess et puis Gladys, Gary, tout ça, on a commencé à discuter. On a un peu tanné Gilles pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Donc c'est pas la crise là qui a déclenché tout ça. Donc, je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'aime pas la politique, que j'aime pas ce que c'est, que je n'ai pas justement un droit de regard à avoir. Au contraire, c'est moi qui le subis, mes mamies, mes tatas, mes copines, etc., mon peuple qui le subit. Non, c'est aussi de ma responsabilité de regarder ce qui se passe, d'essayer de comprendre qui nous sommes, comment ça marche, et du coup, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va rester à subir encore longtemps? Parce que là, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Et surtout, envie de proposer de nouvelles choses. Alors, on va mettre la première question, justement. Allez. Alors, dans les années 80, qui a parlé de l'ouverture d'un débat démocratique sur le statut de la Guadeloupe et de la Martinique? Alors, on va laisser la question affichée sur un petit côté, dans un cadre. Comme ça, nous, on pourra continuer de parler. Et si vous avez la réponse, vous nous appelez pour nous dire ça. Peut-être les personnes en plus âgées, elles sont au courant. Elles étaient là dans les années 80, elles ont vu ce qui s'est passé. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à nous dire. De toute façon, si vous ne savez pas, c'est pas grave, on va donner la réponse tout à l'heure. Donc, comment ça s'est passé? Alors du coup, avec Gilles, on a continué, avec les autres personnes, on a continué à discuter dessus, à essayer de comprendre. Et suite à ce gros travail qu'il a effectué le 15 août, alors moi je vais vous dire, c'est très long, c'est plus de 2 heures de live, mais j'ai pas hésité à le regarder 2, 3 fois pour bien comprendre comment ça marche. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, parce que bien sûr il a donné quelques pistes, mais oui, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'idée nous est venue, l'évidence même que il y avait beaucoup de monde ce jour-là sur le live, mais en fait, est-ce que les gens savent? C'est ça. Est-ce que déjà les gens savent dans les années 80 qu'il y avait déjà eu l'ouverture du sujet sur le débat démocratique? Est-ce que vous le saviez, ça, vous les Guadeloupéens? C'est ça. Et du coup, on s'est dit, alors lui, en tant que coach pro, moi, avec ce que je fais sur la page Renaissance de la femme caribéenne, ce truc qu'on a de vouloir diffuser les choses, proposer de nouvelles mentalités, nouvelles visions, c'est ça. On est en fait à notre place avec les autres membres du collectif pour informer les gens parce que sûrement ils ne savent pas. Et là, on est dans cette sensation d'urgence. Il faut qu'on comprenne pour savoir quelle carte jouer. Exactement. Et nous, en tant que population. Voilà. Exactement. Donc moi, je donne déjà la première réponse puisqu'après, il y aura 4 autres questions qui vont venir. Donc c'est le 1er décembre 1985. Il y a une interview déjà de François Mitterrand, vous imaginez, ça fait 40 ans, 40 piges quand même, qu'il faut se réveiller, les Guadeloupéens. Oui. Président de la République, donc il a fait une interview à RFO avant son déplacement aux Antilles pour mettre en garde des organisations recourant au terrorisme, parce qu'il faut savoir qu'avant, en Guadeloupe, les indépendantistes n'hésitaient pas à mettre... Donc ça, par contre, c'est l'histoire de la Guadeloupe. Donc il y a déjà eu pas mal de reportages sur ça, que ce soit sur France 2, sur plusieurs chaînes, donc peut-être aussi, faudrait peut-être aussi est-ce que notre population est vraiment informée de la manière dont ça s'est passé? Peut-être pas, ou peut-être qu'il faudrait faire plus de reportages pour expliquer ça. Donc il y avait une volonté de respecter l'attachement de la majorité des électeurs à la France et au statut départementaliste. Et il a dit que cependant, il peut ouvrir un débat démocratique sur le statut de la Guadeloupe et la Martinique. Donc ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, cette histoire de pouvoir se gérer nous-mêmes
était déjà sur la table. Actualité. Donc c'est pas normal qu'aujourd'hui nos enfants aient autant de taux d'illettrisme, parce que moi je fais le lien directement avec l'éducation nationale, puisqu'on sait que les Guadeloupéens se sont beaucoup battus pour faire rentrer l'histoire des Guadeloupéens dans le programme. Et nous on reçoit, parce qu'on fait des suivis avec les écrivains, et souvent les écrivains qui font des jeux pour apprendre à nos enfants les animaux, pour apprendre les fruits et les légumes, et visiblement les enfants retiennent plus vite quand on leur parle exactement de leur environnement. Donc il y a déjà des enseignants qui nous ont expliqué ça, que les enfants retiennent plus vite quand on leur parle de leur environnement que quand on leur apprend, par exemple, forcément les fables de La Fontaine. On ne dit pas qu'il ne faut pas apprendre, hein. Mais les compets lapins, ça les intéresse aussi beaucoup. Voire plus, ça leur parle plus parce qu'il y a le lien avec le côté natal. Exactement. Bien sûr, le côté origine, bien sûr. Donc il faudrait voir, pourquoi pas, est-ce que ça va plus les intéresser de lire des contes même en français, nos contes à nous, plutôt que des contes qui leur parlent pas du tout et qui les intéressent pas. Alors là, le deuxième sujet, qu'a dit Jacques Chirac à Schœlcher en Martinique sur les perspectives d'évolution socio-économique et institutionnelle. Donc ça, franchement, je trouve que on est en plein dedans là, quand on regarde en réalité. Absolument. Et on est en plein dedans. Et c'est justement ce côté où ça revient. Répétition. Mais c'est ambiant, c'est palpable, en fait, on en a assez de ça. Et nous, en tant que population, vu qu'en plus Chirac, déjà à l'époque, parlait de ça. Chirac, ça fait 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on a loupé, en fait? Et nous, on intervient, ce collectif est là justement pour informer les gens, pour leur dire que ça fait longtemps. C'est pas normal qu'aujourd'hui vous soyez dans la rue, mesdames et messieurs. Donc c'est le 11 mars 2000. Donc Jacques Chirac s'est exprimé à Schœlcher en Martinique sur les perspectives d'évolution socio-économique et institutionnelle de l'outre-mer. Le président de la République, Jacques Chirac, estime que chacune des collectivités d'outre-mer a le droit à un statut sur mesure. Sur mesure. Donc vous voyez, aujourd'hui vous êtes dans la rue, on se demande pourquoi. J'ai envie de... Moi, je suis le cornu, mais c'est normal que je vous dis, mais attendez les gars. Mais sa réaction est mais attendez les gars, ça fait 40 ans, Caillé, son bitin, ça passe, dans sa même... Voilà. Mais moi, donc je suis le cornu, mais moi aussi, mais je vous envoie balader pareil, puisque le gars, c'est ce qu'il a fait. Sa réaction a mais maintenant qu'on sait ça... plus d'un. Mais elle est plus que normale. Et c'est ce qu'on a fait hier, d'expliquer aux gens sur le live qu'on a fait sur la page Facebook collectif pour un projet guadeloupéen de société, c'est d'expliquer toutes les étapes qu'il y a eu depuis 1946, dont les différentes interventions des différents présidents sur cette question de la prise en charge. Qui mieux qu'un Guadeloupéen peut savoir ce qui est bon pour lui? Et justement, donc, ça, nos élus le répètent tout le temps. Et je rappelle que ces événements, ça veut dire que François Mitterrand, il a parlé après qu'il y ait eu beaucoup de mouvements indépendantistes et beaucoup de terrorisme. Ça veut dire qu'à l'époque, les gens revendiquaient déjà ce qu'ils revendiquent aujourd'hui. Plus de liberté, meilleure baisse de charges, meilleure répartition des taxes. Jacques Chirac, quand il en a reparlé, c'était aussi suite encore à une crise. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu régulièrement des crises, que ce soit dans le secteur de la banane. Il y a eu régulièrement des crises sur notre territoire. Et à chaque fois, en réalité, ce sont les mêmes sujets qui sont dits aujourd'hui, qui sont revenus sur la table. Le 25 mars 2003, est-ce que vous saviez que la France a fait réviser la Constitution française spécialement pour nous? Les Outre-mer, oui. Le 25 mars 2003, la France a fait réviser la Constitution française pour s'adapter au territoire ultramarin. Et attention, qui a travaillé sur ça? Michel Chevry à l'époque. Michel Chevry pour la Guadeloupe. Avec la Martinique et la Guyane, je crois. Et la Guyane. Tous les trois, ils ont bossé ensemble. Et à l'époque... Ils ont proposé à la France... Voilà, ils ont compris ce dont nous avions besoin. Moi, j'ai envie de dire, ils ont même... Ils étaient avant-gardistes. Voilà. Ils ont été visionnaires. Ils savaient déjà ce qu'on avait besoin. Et déjà à l'époque, par rapport à ces trois personnes de ces trois îles, ces trois départements, les Antilles-Guyane. Exactement. Eh bien, la France, leur travail a obligé d'une certaine manière la France à changer la Constitution. C'est tout ça qu'on a expliqué hier. Vous vous rendez compte, les Guadeloupéens, aujourd'hui, on est dans la rue en train de dire la France ne fait jamais rien pour nous, alors que nous avons fait
le gouvernement français changeait la Constitution française. Oui. Donc, et à chaque crise, la France a eu une attitude de nous demander ce qu'on voulait concrètement. Voilà, simplement, qu'est-ce qu'on voulait et quelles ont été les réponses. Eh bien, c'est ce qu'on a vu hier. Moi, j'invite vraiment tout le monde à revoir ce live parce qu'il est très complet, il est très intéressant et ça nous explique, mais presque en détail, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et ce sentiment que tout le monde, notre génération, les qu'on a l'impression que ça n'avance pas, au niveau de la population. Cette frustration, elle a été exprimée dans la rue dernièrement par le feu, mais c'est normal, ça fait plus de 20 ans que... Ça fait 40 ans, puisque c'était sous Mitterrand, donc c'est quelque chose qui remonte. Donc réponse en mars 2003, la Constitution française du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République comporte des dispositifs relatifs aux collectivités territoriales situées outre-mer. Elle crée les collectivités d'outre-mer, donc les fameux COM, et supprime la catégorie de territoire d'outre-mer, sauf les terres australes et arctiques françaises. La Constitution désigne nominativement chacune d'entre elles, donc c'est les fameux articles 72 dont tout le monde parle, et ainsi solennellement leur appartement à la République, puisqu'avant, justement, les gens disaient qu'il fallait décoloniser les Outre-mer. Donc, pour changer ça, la Constitution a changé. Peut-être que ce qu'ils auraient dû faire, à ce moment-là, c'est supprimer le ministère des Outre-mer, puisque si on est français, il n'y a pas de raison qu'on ait un ministère. Moi-même, qui suis née et qui ai grandi en France, je suis une enfant, on va dire, victime du Mubidum. Oui. En arrivant ici, je me demande pourquoi on a un ministère à nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Peut-être par rapport à nos spécificités et puis la distance que je... Moi, je pense, voilà. Ça, c'est la question peut-être par rapport qu'il faudrait peut-être poser à nos politiques. Et que nous ayons nos spécificités et que la France, finalement, a toujours été plus ou moins d'accord pour nous laisser nous gérer nous-mêmes. Voilà, et ça va loin. Ça veut dire que même en termes de finances, en termes d'impôts et en termes de taxes, on a la possibilité de pouvoir gérer cette partie nous-mêmes. Donc c'est pour ça que le ministre a dit que les demandes qui sont dans la rue aujourd'hui, les 3/4, ça peut être résolu par nous-mêmes. Oui. Donc ensuite, chaque territoire doit se réapproprier son destin. Oui. Mes chers compatriotes, je vous invite donc à un débat sans tabou. Qui a dit ça ? Sarkozy. Ah voilà, c'est pas du tout Sébastien Lecornu. Non. C'est Sarkozy qui a dit ça. Alors, quelle année, justement, tout ça, on a expliqué. En 2009, après la crise du LKP. Voilà, exactement. Avant la crise du LKP, je crois, en plus. Non, c'était en février. Non, c'était après. Non, c'était après. Suite à la crise du LKP. Hier. En fait, c'est Gilles qui a beaucoup bossé là-dessus et qui a expliqué les différentes étapes, les différentes attitudes, les réponses et tout ça. Mais sincèrement, tout au long de l'avancée de ce live-là, je me suis dit... Donc en gros, on ne devrait pas être en crise aujourd'hui parce que tout ce que les jeunes demandent dans la rue, ça avait déjà été les solutions ont déjà été mises en place il y a très longtemps. C'était déjà acté plus ou moins, mais il n'y a pas eu de passage, d'application. Donc c'est que du blabla. On a fait beaucoup de bruit avec notre bouche à l'époque. Mais attention, on a compris aussi avec l'explication de hier. Sincèrement, je vous invite à aller voir. La page, c'est collectif pour un projet guadeloupéen de société. Allez voir. C'est vraiment complet. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Par cette démarche de démonstration, d'explication, d'information, on essaie d'appeler les gens à sortir de l'émotion, à se poser et à regarder les choses en face, concrètement en fait, avec des preuves à l'appui. C'est pas juste on parle, on n'a pas juste rien à faire et on vient divertir les gens sur Facebook. J'insiste. On ne vient pas divertir, c'est qu'il y a une réalité, il y a une urgence et tout le monde parle la même langue, il y en a assez, on a besoin de changement. Donc nous, on s'est dit, vu que c'est ce qu'on a déjà plus ou moins de chacun de notre côté commencé à faire avec une partie de la population, moi les femmes, Gilles beaucoup avec les femmes aussi, mais avec des professionnels, des patrons, etc., ben pourquoi ne pas englober tout le monde. Oui. Donc on va vous afficher la réponse. Vous allez voir le 19 février 2009, en pleine grève générale, Nicolas Sarkozy, qui était président à l'époque, déclare « Chaque territoire doit se réapproprier son destin. Mes chers compatriotes, je vous invite donc à un débat sans tabou. » On pourrait presque penser et il a parlé à Lecornu aux Outre-mer. Exactement. On pourrait presque penser. Donc en fait, Lecornu a juste repris quelque chose qui avait été annoncé par Sarkozy
Sarkozy en 2009. Et ça explique aussi l'attitude du ministre, c'est ça. Quand il est venu là, parce que tout ce qu'on est en train de parler là, ça a été mis sur la table il y a longtemps. Le Cornu, quand il est arrivé, ils ont connaissance de tout le cheminement, l'évolution normale qui aurait dû avoir lieu des Antilles de 46 à aujourd'hui. Les gars, ils savent ça. Exactement. Nous, les concernés, beaucoup ne savaient pas. Donc, c'est ça. Donc, il a lancé les États généraux et là, il y a la dernière information qui va s'afficher. Les États généraux, donc je disais, ça a été lancé par Sarkozy et ça a été la plus grande consultation jamais réalisée en Outre-mer. Donc, tous nos politiciens y ont participé, normalement. Il y a eu beaucoup, je crois, il y a eu plein de trucs téléphoniques. Enfin, ils ont été partout dans toutes les communes pour demander aux Guadeloupéens ce qu'ils pensaient. Et à votre avis, quelle solution a été proposée suite aux États généraux, donc de 2009, la plus grande consultation jamais réalisée? Quelle solution a été proposée? Eh bien, ça a été proposé comme solution une autonomie renforcée en Guadeloupe. Vous allez voir, il y a 2 articles qui vont s'afficher. Donc, voilà, ça veut dire en ayant parlé avec tous les Guadeloupéens étaient d'accord à l'époque pour dire que pour évoluer, pour qu'on puisse produire, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse adapter et avoir les outils économiques pour nous, pour tout ce qui était nécessaire, il fallait qu'on ait une plus grande autonomie. Voilà. Est-ce que vous avez un mot, vraiment en 1 minute, parce qu'après on va donner les offres d'emploi sur ça? Oui, alors quand je vois aujourd'hui que le mot autonomie fait trembler beaucoup de gens, enfin, on dit, mais en réalité, nous, à Canal, du matin jusqu'au soir, les gens, ils n'arrêtent pas de nous appeler pour nous dire qu'au bout d'un moment, on voit que ça ne fonctionne pas, il faut changer de système. Et voilà, donc compte tenu de cette ambiance-là, cette énergie où les gens ont besoin de changement, tous les travaux qui ont été faits dans le passé par des Guadeloupéens, nos représentants politiques de l'époque, ont presque à chaque fois conclu par ce besoin d'autonomie. Voilà, donc la question, finalement, qu'on peut se poser là, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Pourquoi encore aujourd'hui, le projet, parce que même la plateforme de revendication du LKP... ça correspondait au truc de 2001 qui avait déjà été mis en place à l'époque. C'est exactement ça, parce que ça jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la même chose qui revient. De quelqu'un. On parlait d'éducation au départ. Exactement. Les enjeux de ça, je ne sais pas si on se rend compte, est-ce que... non, c'est maintenant qu'il nous faut secouer tout le monde, et c'est ça en fait ce collectif. Donc prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain, 15h sur Facebook. La page c'est Collectif pour un projet guadeloupéen de société, et on va continuer notre démarche d'informer les gens, de leur expliquer pour au final emmener un maximum de monde, la population entière si c'est possible, même si elle habite hors les Antilles, à une action concrète pour qu'on aille enfin vers le changement, parce que c'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire maintenant. Donc voilà, donc tous les sujets qui sont dans la rue. Moi j'étais en train de faire ma crâneuse, je me disais pendant les élections, oui, j'ai bien fait, parce que tous les sujets que j'ai abordés, puisque moi c'est ce que toute l'année, les entrepreneurs m'appellent pour me dire ça, donc j'ai mis ça sur la table, non, j'ai cru que j'étais tellement intelligente, non. Ça fait longtemps que les Guadeloupéens avaient déjà mis le doigt sur le problème. Et d'ailleurs le nom là qu'on a, ce collectif, c'est le nom qu'ils ont pris à l'époque. En 2012, je crois. Voilà, en 2015. C'est volontaire d'avoir repris la même chose, parce qu'on n'est pas là, comme je disais, pour prendre la place. On est dans la continuité. Voilà, et on veut informer les gens. Voilà ce qui s'est passé tout au long de ces années, et voilà pourquoi on en est là. C'est ça. Bon, voilà, donc nous, pareil, comme avec l'éducation, on va faire le suivi aussi de cette évolution, puisque c'est une évolution pour nos citoyens, donc vous pourrez en parler de toutes les façons. En plus, après, il y a Chika, donc on va lui rappeler pour qu'il en rajoute encore une couche aussi derrière. Voilà, comme ça va être très bien. Les offres d'emploi, vous savez qu'il y a des offres d'emploi, on a repris avec aussi Officium Conseil, qu'on a déjà reçu plusieurs fois ici, donc rapidement, ils cherchent un responsable exploitation qualité pour le BTP, pour BPE, pardon. Donc, le salaire, vous savez que ce sont toujours des bons salaires qui sont négociés pour vous. Donc, CDI, 3 000 €, 3 500 bruts pour la Guadeloupe. Ensuite, la deuxième offre d'emploi, c'est responsable marketing et communication. Pareil, franchement, les salaires, 3 750 ou 4 580, c'est en Martinique. Donc, sautez dessus pour pouvoir
occuper ce poste. Après, pas venir dire moi que oui, Sabine, tu donnes des offres d'emploi et après les gens viennent de l'Hexagone, hein, parce qu'on va mettre là ça bazote expressément. Et sur Facebook aussi, je témoigne qu'elle en met des ah oui, mais moi, je passe mon temps, déjà même pour les infirmiers, là, j'étais pas contente du tout, parce que nous, on dit aux gens, aux infirmiers, on cherche du monde, et après, vous nous dites que vous saviez pas. On vous dit qu'on cherche du monde. Alors, responsable parc automobile hommes-femmes, donc CDI à plein temps, vous avez vu, payé 2007 à 3005 brut mensuel et c'est aux abîmes en Guadeloupe. Donc allez appeler pour aller travailler dans le parc automobile. Responsable comptable, donc pour CDI, un salaire à négocier en Guyane, donc pour les Antillais qui voudraient soit aller s'installer en Guyane ou bien pour les Guyanais qui veulent rentrer chez eux. N'oubliez pas que ça, c'est une agence d'un Guadeloupéen qui lui-même est revenu s'installer en Guadeloupe, donc il connaît le problème et il a pris ce problème à bras-le-cœur et il est spécialisé vraiment pour ça. Ensuite, la prochaine offre, c'est collaborateur comptable confirmé chef de mission, donc pour un CDI à plein temps, payé 3003 brut mensuel en Martinique à Fort-de-France. Et la dernière offre, mécanicien engin de chantier, donc celle-ci elle est toute nouvelle, donc sautez dessus, c'est un CDI à 1650 euros mensuel à BMAO. Donc voilà, la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, on devrait parler du RSI, de tous les problèmes, parce qu'on sait que nos chefs d'entreprise ont beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire, puisqu'ils ont toute cette histoire de charge qui n'est pas payé. Emmanuel Macron a dit qu'il allait régler le problème. Il a juste transformé, mais en réalité, le système mis en place par Nicolas Sarkozy à l'époque n'a pas vraiment été réglé. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.